Bon, ben, on va commencer les 20h32. Donc, je vous remercie d'être là. Je remercie le public. Il y a beaucoup de monde. Ce que je vais vous demander, c'est d'éteindre vos portables. Hein. Je pense que je vais le faire moi-même d'ailleurs, parce que je ne l'ai pas fait. Alors, excusez-moi si je parle avec le masque. Je n'ai pas la grande forme. Donc, j'ai mes collègues autour de moi. J'ai pas envie que... Voilà. Donc, je vais faire l'appel en présent moi-même. Hein. Béatrice Bonvin. Jackie est excusé, donne pouvoir à M. Dominique Bonnet. Armel Théron. Présent. Denis Durand. Présent. Patricia Huneau. Présente. Jean-Paul Marchand. Christina Begère ne s'est pas excusée, elle est absente. Dominique Bonnet, présent. Marie-France Durand, absente. Jean-Joseph, présent. Simone Velay, présente. Guy David, présent. Marc Baudelot, présent. Philippe Poissonnier, présent. Sylvie Rouzet, présente. Éric Rouanel, présent. Stéphanie Duhamel-Richard est excusée de ne pouvoir à Madame Bonvin, Béatrice. Sophia Ducorov, absente. Emmanuel Sauter s'est excusé de ne pouvoir à Monsieur Éric Rouanel. Cécile Combeau, excusée, elle est malade. Donne pouvoir à Monsieur Jean-Joseph. Claire Clérambeau, absente. Thomas Hamelot, il vient d'arriver. Présent, mais je donne quand même au cas où pouvoir à Armel, parce que je suis de garde ce soir. C'est d'astreinte. Tout à fait. Ok. Dalila Derol, présente. Monsieur Bruno Estampe, présent. Monsieur Roland Amar est excusé de pouvoir à Monsieur Bruno Estampe. Isabelle Marchand, présente. Hélène Charrier, présente. Et Fabrice Pichard, présent. Secrétaire de séance, Béatrice, tu veux bien y être? Ok. Ok. Maintenant, on va passer à l'ordre du jour. Il y a l'approbation du procès verbal du conseil municipal du 17 novembre. Y a-t-il des questions à ce sujet? Vous l'approuvez? Oui. Merci. Au point 2, décision dans le cadre des délégations de pouvoir consenties au maire par le conseil municipal. Vous avez le 2.1 arrêté permanent pris du 1er au 30 novembre. Donc il y a un arrêté. Et le point 2.2 arrêté provisoire pris du 1er au 30 novembre 2025. Donc là, il y en a toute une liste. Est-ce que vous les avez vus? Regardez, y a-t-il des questions là-dessus? Non? Ok. Voilà, ça tousse. Entendu. Maintenant, on va passer aux finances. Alors, ce que je voudrais vous dire, la modification éventuelle du règlement budgétaire et financier, objet du point 3.3, n'a aucune incidence sur les délibérations relatives au quart du crédit de l'année N-1 et aux tarifs communaux. Délibération récurrente et devant obligatoirement être prise avant le 1er janvier de l'année N, lors des délibérations n'a donc pas d'importance. On va passer au point 3.1, tarifs communaux. Alors, considérant l'avis favorable à la commission des finances du 1er décembre 2025, moi-même informe les membres du conseil municipal que la commission des finances réunie le 1er décembre 2025 a proposé que les tarifs communaux 2026
restent identiques à ceux de 2025, afin que les conseillers municipaux qui seront élus en mars 2026 puissent décider ou non leur évolution. Sur l'exposé présenté, après avoir délibéré, le conseil municipal est invité à décider du maintien des tarifs communaux 2025 pour l'année 2026, tels que présentés en annexe de la présente délibération. Préciser que ces tarifs communaux s'appliquant à compter du 1er janvier 2026 seront transmis au service de gestion comptable de Chartres. Après discussion, les bureaux des adjoints ont conclu qu'il n'est plus cohérent de laisser la prochaine majorité décider du taux de l'augmentation des tarifs. Voilà. Bonsoir tout le monde, bonsoir Monsieur le maire. Je n'ai pas participé à la commission des finances, mais comme vous, à cette commission sur tous ces sujets, mais comme vous le savez, ça m'a tellement interloqué que je vous ai transmis toutes mes observations sur le sujet que vous avez retransmis dans le compte-rendu fidèlement, je dois dire. Néanmoins, pour que les choses soient claires pour tout le monde, pourquoi je m'oppose à ce qu'on maintienne des tarifs 2026 et presque plus encore avec ce que vous dites en disant on va laisser au suivant le choix des tarifs 2026. Quand on annonce des tarifs 2026 à un prestataire ou à un, entre guillemets, client habitant qui va acheter une prestation à la ville, en début d'année, il sait, ou en début d'année, ou dans certains cas de la rentrée septembre à la rentrée de septembre, il sait précisément où il marche. Là, on va lui dire, ça s'appelle les tarifs 2026, et puis on dit, on va laisser aux élus à venir le choix des tarifs 2026. Alors d'abord, le temps qu'ils arrivent, qu'ils s'installent, qu'ils s'occupent des tarifs, etc., on sera loin dans 2026. Donc il y a un peu, quelque part, un marché de dupes. Soit c'est, au 1er janvier, c'est des tarifs 2026, on donne des tarifs 2026, ils sont valables pour 2026. C'est pas moral de laisser imaginer qu'on va les changer en cours d'année. Et je ne pense pas que la majorité qui va advenir, qu'on ne connaît pas aujourd'hui, prendra cette décision en cours d'année de changer des tarifs qui s'appellent 2026. Donc ça me semble pas raisonnable comme décision de garder des tarifs 2025 pour 2026, d'autant plus que nous sommes dans un contexte socio-économique extrêmement compliqué, avec un budget qu'on ne connaît, à venir de l'État qu'on ne connaît pas, donc des législations qui vont avoir une incidence sur nos finances qu'on ne connaît pas, et donc sur nos tarifs qu'on ne connaît pas. Et plus encore, quand on sait que nos tarifs à nous sont, pour un grand nombre de prestations, extrêmement modestes par rapport à nos problématiques financières et au coût réel des prestations qu'on offre. Donc, qui sait aujourd'hui s'il est raisonnable de laisser pour 2026 des tarifs 2025, moi je suis à peu près sûre que c'est une faute de gestion pour moi. Donc vous avez le droit de le décider, il n'y a pas de problème. Mais je ne peux pas approuver ça parce que je suis quelqu'un de raisonnable en tant qu'habitant d'Épernon, en tant que personne qui paye ses impôts dans son pays et qui sait très bien que la situation de la ville, du pays, financières sont tellement complexes qu'on ne peut pas se permettre de faire des cadeaux, malheureusement. C'est pas un cadeau, madame. Si, puisque vous n'indexez même pas sur... Vous venez de me dire que les tarifs sont pas... Comment ils sont faibles, c'est ça? Je dis sur le nombre de... alors justement, la prochaine équipe, c'est elle qui en décidera. Monsieur le maire, la question c'est aujourd'hui. La question c'est aujourd'hui. Vous n'indexez même pas ces tarifs, qui sont des tarifs faibles pour un très grand nombre de prestations qui ne sont pas faciles à maintenir dans notre contexte économique de notre ville, pour maintenir l'équilibre financier de notre ville. On aimerait qu'il en soit autrement, mais malheureusement c'est la situation. Et vous ne les indexez même pas sur l'inflation. Donc, pour moi, dans le contexte, si on était dans une époque pléthorique avec une croissance un peu financière, économique importante, ce ne serait pas un souci, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc moi, je suis quelqu'un de prudent et je suis quelqu'un d'honnête envers les Sparnoniens, et je leur dis, ça n'est pas raisonnable de maintenir ces tarifs, et ça n'est pas juste pour les suivants, pour l'équipe qui va venir, de laisser croire qu'on va changer en milieu 2026 des tarifs dits 2026. Quoi. C'est pas, enfin, ça se fait pas, quoi. Ok, je vous ai entendu, Madame Charrier. Ok. Pas d'autres... Non, juste une
un point de cohérence. Je crois que l'an dernier, quand on a eu ce débat sur des tarifs qui avaient augmenté, j'avais proposé, ou en tout cas j'avais suggéré qu'on puisse les augmenter, peut-être pas systématiquement tous les ans. Donc en cohérence avec ce qu'on a dit, on le votera. Ok. On passe au vote. Qui est contre? Madame Charrier, qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du Conseil, merci. On va passer au quart des crédits, année N-1, rapporteur moi-même. Alors, l'article L 1612-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engagement, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Pour la section d'investissement, l'exécutif peut, sur autorisation de l'Assemblée délibérante, d'engager, de liquider et de mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart de crédit ouvert de l'exercice précédent non compris. Les reports de crédit et les crédits afférents au remboursement de la dette, les montants ci-dessous sont en euros. Je me mets là, mais je crois que là-bas, je ne sais pas si vous le voyez là-bas, non, au fond. C'est pas trop... On les a, les tarifs, Thierry? Voilà. Alors... On va à mobilisation incorporelle, montant BP 2025 à 200 000, autorisation 2026, 50. C'est un quart. Ah, il n'y a pas de micro, excusez-moi. Dont le compte de 2031, 50 000 euros. Ça fait le quart des 200 000 euros. En 21, immobilisation corporelle, 1 907 916 000 euros. Le quart représente 476 979 euros. Alors, ceci est mis sur le compte 21-18, 20 000 euros. Sur le compte 21-312, 26 979 euros. 21, sur le compte 21-314, 40 000. Sur le compte 21-318, 20 000. Sur le compte 21 351, 20 000. Sur le compte 21 52, 200 000. Sur le compte 21 81, 50 000. Sur le compte 21 841, 50 000. Et sur le compte 21 88, 50 000. Sur l'exposé présenté après avoir délibéré, je vous invite à m'autoriser pour l'exercice 2026, dans l'attente du vote du budget primitif, l'ouverture des crédits d'investissement correspondant à 25% des crédits d'investissement du budget de l'exercice 2025, conformément à la répartition par chapitre indiquée ci-dessus. Donc, si on veut continuer à ce que nos agents aient leur salaire, il faut vraiment qu'on passe par voter par ce quart. Voilà. Des questions? Et tout à l'heure, vous nous avez dit que, en fait, cette délibération était totalement indépendante de la modification du règlement budgétaire. C'est ça que vous nous avez bien dit, j'ai bien compris? Oui. Et donc, ça veut dire que quoi qu'il arrive, Oui. de toute façon, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Donc pourquoi est-ce qu'il y a une délibération? Donc pourquoi il y a une délibération sur quelque chose qui est obligatoire? C'est juste une question. Il faut la faire, on est obligé, madame. Des montants, on ne peut pas faire autrement, c'est des montants qu'on fait passer. D'accord, mais donc c'est... Sur donc... 200 000, on met 50 000, il faut bien le... Non, mais c'est une simple question. Ça veut juste dire que c'est juste pour être sûr de on le fait de tous comprendre. les ans, madame Charrier. Oui, j'entends bien. J'entends bien, mais on n'est pas, les autres années, on n'était pas dans le contexte de modification du règlement budgétaire de cette année. C'est ça la différence. Ouais. Donc c'est pour ça que je veux être je veux être bien sûr d'avoir compris ce que vous nous avez dit. Donc en fait, vous nous dites que c'est une délibération
Oui. qu'on est obligé de passer, ok, Oui. et à laquelle de toute façon, y a pas de, on ne peut pas s'opposer de quoi qu'il en soit, puisque Ah, mais vous c'est faites comme vous obligatoire. voulez. Hein. Ah non, mais c'était pas... Moi, si j'ai ma majorité, le reste, après, si vous voulez Non, pas. j'entends Mais ça bien. sera incompréhensible, Madame J'entends. Charrier. Non, mais c'est pour ça que je vous pose, c'est pour ça que je me permets de vous faire éclaircir les choses. C'est que je comprends bien que voilà, vous avez besoin de disposer d'un budget pour le début d'année à dépenser. Je comprends bien. Oui. C'est la façon dont c'était présenté. Alors, vous l'avez modifié dans la présentation d'aujourd'hui, n'est pas exactement la même que celle de la commission des finances de l'autre jour. Dans l'organisation des choses, les choses ne sont pas tout à fait dans le même ordre. Donc c'est pour ça que je m'interroge et j'essaye de comprendre voilà, si on peut faire autrement ou pas et quel est le sens profond des choses. Comment ça, autrement? Non, s'il y a un choix ou pas, s'il y a un vrai choix ou pas. C'est bizarre. C'est juste je cherche à comprendre précisément les choses. C'est tout. Bon, ok. On vote? Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci, l'ensemble du Conseil. Maintenant, on va passer modification du règlement budgétaire et financier, RBF. Alors, considérant l'avis favorable de la Commission des finances du 1er décembre 2025, monsieur, je propose au Conseil municipal de modifier l'article CLV2, le budget primitif, en y ajoutant à la fin de paragraphe la mention suivante. L'année en cours à laquelle se déroulent les élections municipales, le Conseil municipal en place se réserve le droit de modifier le calendrier budgétaire en s'autorisant à tenir le débat d'orientation budgétaire et le vote du budget primitif de l'année N en cours du Conseil municipal organisé postérieurement au Conseil municipal d'installation des conseillers municipaux nouvellement élus. Alors, la commune souhaite appliquer cette modification du RBF pour permettre à l'équipe municipale qui sera prochainement élue de pouvoir monter le budget qu'elle devra tenir et d'en connaître toutes les spécificités liées afin de ne pas supporter un budget qu'elle n'aurait potentiellement pas approuvé. Et ça, je tiens compte de M. Estampe à chaque fois, je me souviens, rappelez-vous, vous intervenez parce que les décisions concernant le développement du projet et les investissements seront prises en toute connaissance par la nouvelle équipe qui travaillera sur les changements qu'elle souhaite et non opérés et qui auraient un effet direct sur la composition du budget en dépenses et en recettes. La modification du RBF est aussi une conséquence de l'incertitude du moment relative au projet de loi des finances. Il est délicat de construire un budget avec autant d'incertitudes et il semble par ailleurs plus judicieux de ne pas freiner les actions futures par l'élaboration d'un budget avant les élections municipales. Le débat d'orientation budgétaire, le DOB, et le rapport d'orientation budgétaire, le ROB, se tiendront à la suite des élections municipales et le budget primitif sera construit avec sincérité et en s'appuyant sur les choix politiques qui seront votés au travers des élections des nouveaux conseillers municipaux, tout en respectant les délais légaux. Voilà. Alors, je vais reparler de ce que vous venez de dire, mais juste, c'est une fois que je suis monté au créneau, c'était en 2020. Vous vous souvenez? Oui, oh, très bien. Si j'ai une chose qui marche, je crois, chez moi, c'est la mémoire. On se souvient aussi. Hein. Pour ce qui me concerne. Ouais. Je vais reparler de ça, mais pas uniquement de ça. Parce qu'effectivement, si vous justifiez aujourd'hui cette modification de règlement intérieur par l'impossibilité, selon vous, de présenter un budget avant les élections compte tenu du contexte national, et vous agitez, je vous cite, qu'il s'agit de permettre à la future équipe municipale d'élaborer avec sincérité un budget qui lui ressemble. Alors, là-dedans, sur la dialectique, il y a plusieurs points, moi, qui m'interrogent, qui me posent question. La première, c'est une justification qui, pour moi, crée des sous-entendus qui peuvent des fois être lourds, compliqués. Je m'explique. Et là, je suis dans la dialectique, je ne suis pas dans le budget, on y revient après. Parce que lorsqu'on vous lit, on pourrait presque comprendre que toutes les communes, et il y en a beaucoup qui le font, qui votent leur budget avant les élections, agiraient de manière irresponsable. Je m'interroge, ça reste une question. Non, on ne va pas dire ça quand même.
Mais Peut-être que le terme est mal choisi, mais en tout cas, ouais, ça m'interroge sur cette enfin, notion-là. Mais à mon sens, quelque chose qui, là aussi, sur la dialectique est plus grave, vous insistez sur la sincérité ouais, que pourrait avoir ce budget. ouais. Il faut faire attention quand on parle de sincérité et de budget. Parce qu'on peut toujours se demander, ou en tout cas s'interroger, si les budgets présentés avec les élections, avant les élections, pardon, seraient insincères. Insincère, ça veut dire qu'ils sont pas dans les Ouais. Donc je ne sais pas si le mot sincérité est le mot qu'il fallait en tout cas employer fallait dans ce paragraphe. Et si je vais, pareil, un petit peu plus loin sur la définition d'insincérité, est-ce que les communes qui respectent le calendrier manqueraient de transparence? Je ne crois pas. Non. Bon. Alors je vais revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure, le précédent de 2020. Et j'ai marqué sur mon papier 2 poids, 2 mesures. En 2020, effectivement, j'ai été intervenu, je me rappelle très bien ce que j'avais dit. Vous vous rappelez? Ouais. Mais vous devez aussi vous rappeler, je pense, que ce vote du budget avait eu lieu 5 jours avant les élections. Les élections auront lieu dans 3 mois, à quelques jours près. 5 jours avant les élections. Et à l'époque, puisque j'étais intervenu en début pour le dire, vous ne parliez pas d'incertitude. En tout cas, vous ne parliez pas de ces incertitudes, de sincérité et de prudence. Pourquoi? Un élément que j'y vois en réponse, c'est parce que la situation financière de la commune était bien meilleure qu'aujourd'hui. Et parce qu'il était politiquement beaucoup plus avantageux pour vous de faire voter ce qui ressemblait très fortement, et ça c'est facilement comparable, il suffit de prendre ce compte-rendu du Conseil et votre programme municipal à votre programme électoral. Donc c'est pour ça que j'ai intitulé 2 poids, 2 mesures. Aujourd'hui, soyons honnêtes, présenter et faire voter un budget dans l'état actuel des finances serait compliqué et difficile. Exposer un plan d'investissement serait aussi beaucoup plus périlleux qu'en 2020. Et ne présenter aucun projet, compte tenu de la réalité financière, serait tout aussi inconfortable pour vous. Il est donc tentant d'évoquer les débats nationaux, comme vous l'avez dit, pour éviter de rendre des comptes locaux à nos concitoyens électeurs de mars prochain. Même si on peut effectivement débattre de la réalité nationale. La réalité financière, enfin, que vous cherchez à contourner, elle est simple et on va en rester aux derniers chiffres que l'on connaît. C'est ceux du BS, du budget spécifique. On n'en a pas d'autres depuis, on n'en aura pas d'autres demain, si vous faites ce que vous dites. Donc on va en revenir aux chiffres de ce dernier BS, car les chiffres ne votent pas, eux, et ne peuvent pas être transformés. Je rappelle, et ça sera très rapide. Les recettes réelles de fonctionnement étaient au BS de 8 146 502 €. Les dépenses réelles de fonctionnement étaient de 8 388 271,50 €. C'est-à-dire que nous avions un fonctionnement qui était déficitaire. L'épargne brute, elle était de moins 191 769 €. Elle était plus 648 491 en 2024. Donc une épargne brute négative, ce qui est un réel signal d'alerte majeur. L'épargne nette est à moins 931 769 €. La spirale s'aggrave au fil des années. L'encours de la dette, elle est à 8,29 millions d'euros. Notre capacité de désendettement est passée à 43 annuités. Une situation qui est plus que préoccupante et bien éloignée des standards acceptables et qui interroge l'absence d'intervention, d'ailleurs, ça c'est moi qui le dis, de la Chambre régionale des comptes. L'annuité de la dette, c'est plus 365 € par habitant en 5 ans. La capacité d'autofinancière nette, en 2021, était de plus 746 743 € et en 2025, moins 931 769 €. Alors ces chiffres, ce n'est pas le projet de la loi des finances qui les explique. Ce sont
je l'ai déjà dit, je me répète, ce sont vos choix et celles de votre équipe, vos orientations et celles de vos équipes, et votre gestion avec votre équipe depuis 6 ans. Ça, c'est les quelques chiffres que je voulais amener, parce que c'est les derniers qu'on a, et il est important que nos concitoyens aient ces derniers chiffres. J'imagine bien que vous en avez d'autres, puisque c'est vous qui dirigez la commune, donc vous êtes au courant au quotidien des chiffres. Mais nous, et les concitoyens, ils ont cela. Une différence avec 2020, c'est qu'il nous aurait semblé qu'un ROB, à minima, aurait été indispensable, compte tenu de cette situation. Parce que face à une telle situation, le minimum aurait été de présenter donc ce ROB, ce DOB, comme le font d'autres collectivités, qui ont fait le choix de ne pas voter le budget, mais qu'au moins ont fait le choix de faire ce débat d'orientation budgétaire de façon à ce qu'il y ait, pas un budget complet, mais les grandes lignes du budget. Recettes, dépenses, fonctionnement, investissement. Vous choisissez de ne pas le faire. Vous choisissez que le Conseil, et donc surtout les Sparnoniens, restent, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le flou. Et pour une, me semble-t-il, commune déjà bien fragilisée, c'est, me semble-t-il, un mauvais signal. Alors les conséquences immédiates pour les habitants et les associations, c'est que votre décision d'ajourner le budget, ce n'est pas uniquement qu'un détail de procédure, c'est du concret. Et ce concret, ce sont les acteurs du quotidien qui vont le subir, c'est-à-dire les associations et le CCS qui ne verront pas leurs subventions votées, et donc plusieurs risquent d'être mis en difficulté. Toutes ces conséquences sont bien réelles, immédiates, comme je l'ai dit tout à l'heure. Elles ne sont pas liées, encore une fois, ni au PFLS et aux élections. Elles découlent directement de la fragilité de nos finances. Et enfin, pour conclure, je comprends, et je vous l'ai dit tout à l'heure, que l'incertitude nationale puisse peser. Je n'ai pas de souci avec ça. Je ne suis pas aveugle et sourd. Mais elle ne peut en aucun cas se servir d'argument pour dissimuler à nos concitoyens la gravité de la situation financière de notre commune, ni pour retarder des décisions indispensables. Et j'ai envie de terminer en vous disant que la transparence n'est pas une option et que la sincérité, la vraie, commence, à mon avis, par là. Je vous remercie. OK. Je vais parvenir évidemment sur les chiffres de M. Estampe et je suis globalement sur la même ligne que lui. Je vais simplement vous dire ce que je vous avais préparé pour la Commission des finances et qui se confirme dans le débat d'aujourd'hui. Donc cette modification du RBF viendrait priver les Sparnoniens comme les futurs candidats du débat d'orientation budgétaire pré-élection municipale et donc de la connaissance de l'état réel des finances de la ville, possibilités et engagements obligatoires pour la prochaine mandature. Dans un contexte politique des plus compliqués, il convient que les élus acceptent les règles les plus claires et transparentes permises par notre démocratie. Créer une opacité budgétaire à la veille d'élections municipales dans une ville qui n'est pas dans sa meilleure forme financière comme fonctionnelle, quoi qu'en certains en disent, revient à renvoyer une image volontairement troublée aux Sparnoniens qui sont nos électeurs. Qu'y a-t-il à cacher est forcément la question qui découlera d'une telle modification du RBF, qui plus est à la veille de Noël. Nous devons, la majorité doit, la vérité aux Sparnoniens avant les élections sur la situation financière de la ville dans laquelle ils vivent et ont investi financièrement, familialement et affectivement. De la même façon, imposer comme premier exercice un budget express au nouveau conseil municipal, qui plus est en période d'instabilité politique de notre Assemblée nationale comme dans notre gouvernement, est potentiellement dangereux, à moins que la majorité actuelle ne considère qu'elle ne puisse qu'être conduite ou qu'elle souhaite limiter les chances d'une toute nouvelle équipe municipale de s'imposer à la suite des élections proches. Sans parler de la question qui ne peut que se poser pour 2026, de l'orientation budgétaire quant à la problématique spécifique pour Épernon et délicate de la taxe foncière sparnonienne à venir, dont le débat public dans ce cadre officiel sera de ce fait occulté. Voilà, c'est pour ça que je ne pourrais pas suivre cette délibération, voilà, mais vous ne découvrez pas. Mais les choses sont claires et malheureusement, les Sparnoniens se rendent bien compte des choses. C'est sous leurs yeux tous les jours. Ben oui, là, où est le miroir de la salle de danse? Non, mais j'ai entendu. Qu'est-ce qu'il veut répondre d'autre? Tu veux dire quelque chose?
Oui, bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais revenir sur vos chiffres, monsieur Estampe. En fait, les chiffres sont exacts, c'est ceux qui sont mentionnés au BS, il n'y a aucun souci là-dessus, mais votre calcul est faux. Tout simplement parce que vous le savez fort bien, le BS est construit sur des hypothèses de travail. Ces hypothèses de travail, en termes de dépenses, il y a des marges qui sont prises, c'est-à-dire qu'on a budgété plus que ce qu'il y a comme dépenses. Et au niveau des recettes, la situation est identique, c'est-à-dire qu'on a budgété un certain état de recettes, et avec des marges, du coup, on a prévu dans ce BS moins de recettes que prévu. Donc c'est pour ça, quand vous annoncez, je reprends 43 ans de capacité des endettements, aujourd'hui, très honnêtement, je ne suis pas capable, et personne aussi autour de la table n'est capable de vous dire quel sera le chiffre précis. Ça, on est d'accord. Par contre, excusez-moi, je vais terminer. Par contre, ce que je peux vous affirmer, c'est que ça ne sera pas 43 ans. Ça, on a une certitude. D'ailleurs, vous l'avez précisé dans vos propos. Nous avons des chiffres. Il y a un budget qui est suivi mensuel. Enfin, il y a un budget qui est suivi, vous l'imaginez, sans peine. Et les chiffres que vous annoncez sont complètement faux. Ça, on peut vous l'annoncer. Donc, je vais reprendre ce que vous aviez fait il y a quelques mois, où vous avez annoncé 10 millions et demi, je crois, de mémoire, d'endettement. Je vous remercie d'ailleurs parce que vous avez rectifié vos propos dans un deuxième temps, parce que là aussi, ils étaient faux. Donc voilà, je voulais préciser ce point-là, que tout le monde comprenne bien. Un BS est construit sur des hypothèses, avec des marges. Le résultat, aujourd'hui, on le saura au mois de janvier ou février, on aura le résultat complet. Mais en tout cas, ce ne sera pas 43 ans et ce sera bien plus près des 13 ans comme aujourd'hui. Mais je ne donne pas de chiffres plus précis. Merci. Merci. J'adore vos interventions. Elles sont toujours assez exceptionnelles dans la malhonnêteté intellectuelle et la mauvaise foi. Non, parce que la dialectique est facile, mais je me rappelle, et je vous renvoie sur le règlement, pardon, le compte-rendu du BS que nous avions eu, et à l'époque, M. Bellhomme le disait depuis qu'on vote des BS, insistait sur le fait qu'un BP, et en ça, si vous aviez parlé du BP, j'aurais pu convenir que vous aviez raison, restait un budget particulier avec des lignes qui étaient équilibrées en recettes et en dépenses et qui n'auraient de véracité dans les chiffres qu'au niveau du compte administratif. Et chaque fois que nous avons voté le BS, j'ai souvenir que ou l'adjoint aux finances ou autre insistait sur le fait que ce budget était un budget, compte tenu qu'il était pris 2 mois avant la fin de l'année budgétaire, correspondait à la vraie réalité des chiffres, aussi bien sur l'endettement que sur la capacité d'autofinancière, etc., etc. Alors, peut-être que j'ai oublié, vous étiez absent ce jour-là. Mais en tout cas, ce qui est quand même étonnant, c'est d'avoir votre maire qui indique à chaque fois qu'on est sur un budget qui arrive à ce qu'il sera sensiblement à la fin. Et effectivement, pas sur celui de cette année, puisque nous n'avons pas eu le compte administratif, que nous n'aurions pas eu même s'il n'y avait pas de modification du règlement. Mais sur l'année précédente, au compte administratif, nous avons pu noter qu'il y avait très peu de différence entre le BS et le compte administratif. Comme par hasard, cette année, il y aurait beaucoup de différences. Bon, écoutez, je le jugerai dans le public à ce moment-là, quand je viendrai y participer, et je vous écouterai comme futur adjoint aux finances avec beaucoup d'intérêt. Mais moi aussi, je peux faire preuve d'humour et de malhonnêteté. C'est bizarre, comme quoi, vous n'êtes pas le seul. J'apprends beaucoup à votre contact, M. Bonnet. Oui, j'ai pas de souci. Puis ça fait des années en plus. Donc, oui, on a une longue histoire avec M. Bonnet, qui a toujours été dans ce schéma de fonctionnement. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur le BS. Et ensuite, M. Bonnet, quand vous dites que les chiffres que je donne sont pas vrais, c'est vous qui mentez. Ces chiffres, non mais c'est vous qui mentez puisque ces chiffres viennent du BS. Non, mais non, le calcul est exact et peut-être qu'un jour je vous montrerai comment je le fais. Mais ils sont faits à partir de ces chiffres. Alors que ça vous gêne, je veux bien que ça soit compliqué pour vous dans les prochaines élections municipales parce que à la différence de vous, où la dernière fois vous m'aviez indiqué que j'étais en campagne, c'est vous qui êtes en campagne. Moi, je ne suis pas en campagne. C'est vous qui êtes en campagne. Et c'est vous qui allez devoir expliquer à la population, effectivement, que votre budget est exceptionnel,
que depuis des années, nous avons dit que des bêtises, qu'actuellement, nous disons que des bêtises, et en fin de compte, que vous faisiez un budget, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, où la dialectique est importante, mais quand je vous écoute, effectivement, je comprends peut-être ce que veut dire le mot insincère. Et même si sur un BP, je l'ai dit, je le confirme, il peut y avoir une capacité à présenter les lignes et à grossir et à baisser. En général, c'est plutôt grossir que baisser sur d'autres. Mais là, on arrive à un BS, à un budget qui est quand même relativement celui qui est identique au CA. Alors, les Sparnoniens se feront une opinion. Je compte sur vous pour aller leur expliquer et réexpliquer que M. Estampe n'est qu'un menteur. Mais je regarderai ça avec beaucoup d'intérêt et je vous rappellerai les choses aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses que vous êtes appropriées et qui ne vous appartenaient pas non plus. Juste un tout petit point, je ne répondrai pas, parce que je suis tout à fait d'accord avec vous pour qu'on se retrouve dans quelques mois sur le banc, quel qu'il soit, pour partager le résultat du compte administratif. Par contre, je m'excuse, mais il y a un point que je n'apprécie vraiment pas de votre part, c'est de sous-entendre que je suis malhonnête. Et ça, je ne l'apprécie pas. Intellectuellement, oui. Intellectuellement, oui. Je ne l'apprécie pas. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Non, mais c'est confirme, intellectuellement, vous. Voilà, on a quelques exemples. Ok. Bon, on va passer au vote. Le vote, c'est d'approuver la modification du règlement budgétaire et financier tel qu'indiqué ci-dessus. Alors, juste une explication de vote, si vous me le permettez. Allez-y. Nous avions voté pour ce règlement quand il a été mis en place. Nous sommes pas, c'est pas que nous sommes en désaccord sur ce que vous allez dire, c'est que j'ai dit qu'il aurait fallu faire, me semble-t-il, un daube. Ouais. Donc, à partir de là, toujours en essayant d'être cohérents dans nos votes, nous nous abstiendrons. D'accord. Alors, qui est contre? Madame Charrier. Qui s'abstient? Madame Marchand, Monsieur Bruno Estampe, Monsieur Pichard et Monsieur Amar. On va passer au marché public. Ah, excusez-moi, qui est pour? Autant pour moi. Le reste... Alors, maintenant, on va passer au point 4, marché public, règlement intérieur de la commande publique. Je vous passe les vues. Considérant l'obligation pour la commune de fixer les règles de fonctionnement de la commande publique afin de garantir une totale transparence sur la bonne application des principes de liberté, d'accès à la commande publique, d'égalité et de traitement des candidats. Sur l'exposé présenté après avoir délibéré, le conseil municipal est invité à adopter le règlement intérieur de la commande publique de la commune annexé à la présente délibération. Autoriser monsieur le maire et son représentant à signer le ledit règlement. Alors j'ai souhaité rédiger ce règlement afin que ces commissions ad hoc en marché soient constituées avec les représentants du conseil, minorité comprise, qui n'étaient pas avant. Voilà. Vous l'avez vu, il y avait le règlement intérieur. Pardon? Ce que je viens de lire, là? Non, là, ce que je viens de lire, c'est... Ah non, j'ai souhaité rédiger, c'est ça? Non, non, ça y est pas, ça c'est moi qui vous informe. Non, c'est moi qui vous informe que si je vous présente ce règlement, c'est que je l'ai souhaité, justement. Vous voyez? C'est pas dans le règlement, hein. C'est une information. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? On passe au vote? Oui, juste, j'avais quand même une question. Et puis, du coup, ça renforcerait ce que vous venez de dire. J'ai lu le règlement, effectivement, dans l'article 6.2, composition des commissions d'attribution. Le maire, son représentant, l'élu adjoint concerné par l'objet du marché, responsable du responsable adjoint de service émetteur du marché, directeur général des services, pas de souci. Ouais. Je regrettais qu'il n'y ait pas justement un élu du groupe minoritaire. Si. C'est pas noté. C'est pas noté? Non, c'est pas noté. Il faudrait qu'on le rajoute alors. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je sais ajouter... On peut le rajouter. C'est écrit? C'est écrit? Tu l'as là? Alors, pourquoi, vous avez raison, pardon, mais pourquoi je demandais ça pour être juste que, à partir du moment où c'est marqué un représentant de la minorité, ouais. On évite après, suivant comment ça se passe, dire ah oui, mais alors là, c'est un élu du conseil municipal, c'est n'importe lequel, quoi.
Je dis pas c'est ce que vous avez dans votre esprit. Oui. Non, c'est pas cet esprit-là que j'ai. Non, j'entends bien, mais au C'est moins pas quand ça. les choses sont figées, c'est terminé, ça bouge plus. Ouais. Bon, on Voilà, peut le c'était modifier. juste ça, hein, On va effectivement. le modifier. Voilà, c'était juste On va le ça. faire. Merci. Pas de souci. Ok. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? L'ensemble du conseil? Merci. Maintenant, on va passer au point 5, ressources humaines. Mise à jour du tableau des effectifs, création de postes. Rapporteur, Madame Théron-Caplin. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, vu l'avis favorable du comité social territorial en date du 13 novembre 2025, vu le tableau des effectifs qui vous a été joint, considérant qu'il y a lieu de créer 2 postes de rédacteurs sur emploi permanent à temps complet, sur l'exposé présenté, après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à approuver la modification du tableau des effectifs comme proposé en annexe à la présente délibération. Je vais vous faire juste un tout petit commentaire supplémentaire. Ces créations, la collectivité a besoin de créer donc 2 postes de rédacteurs, l'un pour les avancements à venir et le second pour faire face aux imprévus, car à ce jour, il n'y a plus de poste de rédacteur de vacants. Ensuite, dans les changements au niveau de ce tableau de modification, il y a des changements, des avancements de grade pour l'année 2025. Donc pour 3 agents, la réussite au concours de technicien principal 2e classe, avancement de grade assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principales de 1re classe, et un agent a été promu par le biais de la promotion interne 2025 au grade de rédacteur. Voilà, monsieur le maire. Ok. Vous avez des questions à ce sujet? Non. On passe au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du conseil? Ok. Bon, ben maintenant, on a une information diverse. Est-ce qu'il y a... Alors, j'avais une première question. Alors, il y en a une qui concerne un sujet plutôt sympathique, l'autre un sujet moins sympathique. Je me demandais s'il y avait un quartier dans Épernon qui avait moins le droit de ranger ses poubelles que les autres. Ah bon? Bah oui, parce que dans le quartier de la Savonnière, il y en a tout le temps. Ouais, Une, mais deux, la trois. Savonnière, ça appartient pas à la commune pour l'instant. Y compris la rue de la Savonnière? Ah, ça dépend où, à quel endroit. Bah, sur du côté rue de la, notamment en face de comment ça s'appelle, de la salle de la Savonnière et des maisons qui sont à côté. Et puis on peut, même si ça appartient pas à la commune, enfin il y a des usages. À la rigueur, il y a des usages. Donc, si tous les Sparnoniens, qu'ils soient dans des petites résidences ou pas, je crois que peu importe l'endroit où on se trouve, il y a un usage qui est que voilà, on laisse pas ses poubelles traîner parce que vraiment, enfin c'est un décalage globalement, tous les gens d'Épernon font attention. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des gens qui ne fassent pas attention. C'est un usage qui est respectueux les uns et des autres. Quoi. Bah oui, je sais, je suis d'accord avec vous. Mais si, ils ont tous des petits recoins pour nous. Ils ont des recoins. Non, mais il peut y avoir une exception, mais il y a pas. Enfin, moi, j'en compte à chaque fois entre 25 et 45, 50. Quoi. Il y a un moment donné, personne ne fait ça dans Épernon. Il n'y a aucun quartier où les gens se permettent ça. Donc il n'y a aucune raison. On est tous solidaires les uns des autres, donc c'est normal d'être soumis aux mêmes règles les uns et les autres. Moi, ça ne m'amuse pas d'avoir toute une rangée de poubelles qui m'empêche de faire des tas de choses, mais je le range, hein, tout simplement. Et je pense que les 90% des habitants d'Épernon le font. Il n'y a pas de raison que 10% y échappent. Voilà, tout ça c'était pour le côté désagréable. Je suis désolée, mais c'est aussi important pour nous tous, et pour l'image de la ville, et pour l'image de la ville, parce que c'est aussi un sujet qui nous revient régulièrement. À la rigueur, Madame Charrier, vous êtes une élue, c'est ça? Oui. Bah, vous faites du porte-à-porte et vous leur dites. Ah oui, c'est une idée, mais je crois que je ne suis pas là. Non, mais vous êtes une élue, madame. Hein. Vous faites votre rôle. Non, mais
savez, je fais déjà la sécurité Mais pour vous savez que les nous- convois. Les convois, vous êtes. Il y a un moment donné, chacun son. Mais non, mais à Monsieur le chaque maire, fois, là- vous balancez. Mais Mais je veux monsieur bien- le maire, c'est le boulot de la ville. C'est le boulot de la Eh ben, ville. C'est pas. Moi, si vous voulez que je le fasse vraiment, je vais aller le faire. Mais c'est vraiment. Enfin, il y a un, enfin, je suis J'ai oublié, épatée moi. par ce type de remarques. Non, mais votre remarque, je la comprends aussi, vous inquiétez pas, quand je Bah, passe, les- je vais vous- voir. Moi, j'ai tapé une frotte à une porte, je me suis fait complètement incendier. Vous voyez ce que je veux dire? Mais oui, mais monsieur le Ça maire, veut dire- si on va mais en taper plus, à la porte de l'un d'entre nous ici, on va incendier personne, on va ranger nos poubelles. Mais, Bah, c'est pareil pour tout le monde. Ah oui, La mais- règle, elle doit être la même pour tout le monde. c'est mais tout. oui, mais vous savez comment sont les gens, Mais madame. peu importe. Il y a une règle, il y a un Mais il y a usage une qui est règle, qu'on mais laisse la pas. règle, vous, On il y a laisse bien pas. des choses- Il y a bien des choses que j'aimerais bien que ça Oui, se mais passe. monsieur, voilà, Vous savez, quand vous serez au pouvoir, vous verrez, ça ira tout je seul. vous laisse savez. cette réflexion. Vous allez Parce- sauver la ville, madame, vous inquiétez pas. Non, mais c'est sûr que je la connais pas à mon âge Vous et allez après la avoir sauver. élevé une famille nombreuse et puis travaillé quelque peu dans un grand nombre de domaines, c'est sûr que j'ai rien vu de la vie. Simplement, actuellement, c'est vous les responsables de la ville. J'observe que, et on nous en fait la remarque régulièrement, que pourquoi est-ce que Et là quand on vous faites peut votre faire quelque chose campagne, à chaque- madame, vous tapez aux portes et vous leur dites aux gens. Monsieur le maire, on parle pas de campagne là, Bon, on parle peut parler ici de... on oui, parle mais- ici de respect mais des on individus. arrête, Alors, on essaie deuxième, de le faire, autre, madame. autre sujet beaucoup plus, autre sujet qui est plus charmant si on veut. Je me suis rendue parce que j'avais une opportunité d'avoir à mes côtés l'un de nos meilleurs spécialistes de fresques et de restauration de fresques de France, ici à Épernon. Donc je lui ai demandé si gentiment il voulait bien m'accompagner aussi pour faire un état visuel de tout ce qui existe en peinture et de ce qui peut exister dans notre église et de me dire ce qu'il en pensait. Alors, il a été d'abord, je tiens à dire, alors il faut savoir que ce monsieur, c'est quand même un monsieur qui a notamment restauré la galerie du Sénat, les fresques de la galerie du Sénat et de certaines chapelles de Notre-Dame. Donc, il connaît son métier. D'abord, il a été extrêmement agréablement surpris de la beauté de notre église. Donc, je tiens à on a une belle église. signaler de cette beauté de l'église C'est et donc sympa, du potentiel qu'elle représente. Je sais pas ce que vous disiez, il y a des moments. hein. Non, mais je parle de la beauté. Je parle pas de l'État, je parle de sa beauté. Ah ben oui. Je parle d'architecture. Je parle de sa beauté. C'est un très beau bâtiment, donc il convient de mettre à la hauteur de ce qu'il devrait être, parce que, les gens qui pratiquent cette église savent très bien, notamment, que nous avons une lumière assez exceptionnelle dans cette église et que la largeur de sa nef est assez rare. Néanmoins, il a attiré mon attention en particulier. Alors, je ne vais pas parler du plafond. Qui est dans l'état dont on sait, qui prend un peu l'eau, mais pas trop encore. Oh, Bah, si, on le voit. allez, on arrête de... Non, mais bon, ça Allez, vous dit. allez-y, Ça vous allez-y, déplaît. allez-y. Et il a tiré en particulier sur une urgence qui sont les fresques de la chapelle Saint-Joseph, dont l'état des murs, l'humidité dans les murs grandit et qui, pour lui, sont réellement dans un état de péril très très avancé. Il me dit là, il faut agir extrêmement rapidement. Voilà, donc je me permets de vous transmettre cette information. Et par ailleurs, alors ça c'est une observation que ça m'a fait longtemps que je m'interroge sur cette question, mais il me confirme que sur le mur qui dégoulinait d'eau jusqu'à ce qu'on accepte de nettoyer les chenaux du bas-côté nord. Et depuis, d'ailleurs, on n'a plus d'eau qui dégouline dans l'église. Curieusement, ce n'était pas un problème de chauffage, c'était bien un problème de chenaux non nettoyés, non entretenus. Évidemment, le mur avait tellement pris l'eau qu'il se dégrade terriblement. Et qu'en se dégradant, il laisse apparaître que sous cet enduit dégradé, il existe aussi des fresques il existe aussi des fresques comme ils doivent en exercer dans d'autres endroits, mais qui ne sont pas en danger sous tous les enduits de l'église. Et que donc il conviendrait urgemment de procéder à des sondages de façon à avoir une analyse précise de la situation et de prendre les décisions qu'il convienne pour sauver ces petits trésors. Les fresques de la chapelle Saint-Joseph ont beau être récentes, elles sont d'une grande valeur et d'une grande rareté. Ok, madame, on vous a entendu. J'aimerais vous parler de la rue Drouet, en information. Je n'ai pas cessé d'appeler le PFLI. J'ai eu une réponse.
Nous avons enfin eu l'expert judiciaire au téléphone le 12 décembre 2025. Cet expert est passé au mois de juin, qui a demandé un délai supplémentaire pour le rendu de son expertise auprès du tribunal d'Orléans. Son rapport sera rendu au plus tard le 15 janvier 2025. 26. Ah, oui, en plus il met 25. Je lis comme un idiot, moi. Alors, il nous a également informé qu'il n'inspecterait pas les caves car il ne juge pas utile cette visite. Donc moi, j'ai vu avec M. Delannoy, on a discuté, voir si on ne va pas faire venir un huissier, non, un huissier, nous-mêmes, qu'on le fasse. Parce que ce n'est pas sérieux. L'AMO m'a indiqué qu'à réception de l'expertise, il serait en capacité de publier là-haut sur la plateforme de consultation sous 15 jours maximum. Le DCE étant prêt, donc une publication pour fin janvier devrait être envisageable. Donc, j'ai beau faire, j'ai beau dire, moi celui-là qui a tous les pouvoirs pour faire avancer des travaux, qui viennent me voir et puis qui m'aident, qu'on arrête de mettre ça sur le dos de la commune. Je le dis tout de suite. Et ce que je veux dire par là, c'est que malheureusement, malheureusement, oui et non, mais si tout va bien, je dis bien, le début de la démolition se ferait fin mai, début juin. Voilà. Mais croyez-moi que je n'arrête pas, je cesse. Mais voilà. C'est désolant, mais c'est comme ça. Je ne peux rien y faire. Les experts, voilà. 6 mois, ça peut durer 1 an et demi, mais on n'y est pour rien. Maintenant, je voudrais répondre à Madame Charrier. C'est quoi la justification de l'expert pour dire on ne va pas aller voir les caves, hein? Ah ben je n'ai pas, on ne va pas l'utiliser, c'est tout. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'on peut faire un travail, enfin ça ne concerne d'ailleurs pas que cette cave-là, c'est quelque chose, un travail comparable à celui qui a été fait à Orléans, qui a des problèmes similaires aux nôtres, pour les mêmes raisons d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on ne se met pas définitivement en marche pour avoir ce travail d'expertise de chacune des caves d'Épernon? Oui, mais attendez, madame. Si vous parlez comme ça, dans 2 ans, on y est encore. Non, mais je ne parle pas de cette... Dans 2 ans, on y est encore. Laissez-moi faire, j'avance. Je ne parle pas de ce projet-là, de cette cave-là en particulier. Je dis, c'est vraiment cette question des caves à Épernon. Attendez, on a fait le minimum. Ça va faire 2 ans, 3 ans qu'on a fait appel au BRGM, qu'ils ont fait une étude. On a l'étude. Oui, mais c'est minimaliste, vous savez très bien. C'est minimaliste, mais que voulez-vous, il y a des propriétaires qui n'ont pas voulu ouvrir leur cave. La seule chose qu'ils ont fait, puisque j'ai assisté à l'une d'elles, ils ont fait un scan d'une cave. Ils n'ont pas été sonder les sols dans nos rues, parce que nos caves, elles vont aussi sous nos... C'est des professionnels quand même, moi je leur fais confiance. Non, mais ça dépend ce qu'on leur commande. Moi j'ai dit ce que ça dépend ce qu'on leur commande. Ils n'ont pas, par exemple, parce que ça ne leur a pas été demandé, sonder dans nos rues, alors que nous savons très bien que dans nos maisons, il y a des caves qui vont sous nos rues, on ne peut pas les connaître, celles-là. Donc le travail, il faut vraiment envisager un travail de fond qui sera effectivement un travail de longue haleine, mais qui est nécessaire pour qu'on puisse éviter les problèmes dans les années à venir dans Épernon. C'est pas la seule ville concernée, mais il est temps qu'on prenne ça au sérieux et pas sur une prestation minimaliste, sur une vraie prestation complète et qu'on avance rue après rue. Mais c'est un sujet complet qu'il faut traiter. Je vous entends. Ça, plus ça, plus ça, plus ça. Oui, mais ça se chiffre, madame. Oui, mais c'est des choix. Et on parle budget. Moi, je veux bien. J'entends. Oui, mais une rue fermée pendant 6 ans pour les commerçants, c'est un budget. Je vous entends. Mais bon. Maintenant, je voudrais répondre. Souvenez-vous le débat que vous avez fait concernant le compte-rendu de la médiathèque. Vous savez, il y a eu un compte-rendu. Oui. Alors, parce qu'il y a eu des réactions derrière. Alors, moi, j'ai essayé de comprendre aussi. Le rapport qui a été remis a certainement le rapport du néo-GRISP, ne ressemblant que des chiffres, des analyses, et ce qui amène forcément des questions. Les horaires d'ouverture sur les journées de présence des bibliothécaires du mardi au samedi, tous les demi-journées de fermeture au public sont occupés, entre autres à accueillir des groupes. Excusez-moi parce que là, la médiathèque accueille sur toute l'année. Elle accueille la crèche familiale,
les assistantes maternelles du RAM et leurs petits, les classes maternelles et élémentaires des 3 écoles d'Épernon, les élèves du collège d'Épernon. Ces accueils sont très importants pour la diffusion de la culture et pour donner envie aux enfants de lire et de continuer à lire et de se cultiver. En plus de ces accueils, les temps de fermeture permettent également le travail interne. Parce que c'est fermé, d'accord. Mais eux, ils sont là, ils sont toujours à l'intérieur. Alors, le choix et les commandes des documents, la préparation des réservations des usagers, le traitement des retards, la préparation des accueils ou la lecture citée plus haut, l'organisation des différentes actions culturelles, le catalogage et l'équipement des documents entrés dans la base de données et protection des documents, le suivi des formations, la participation aux réunions, la gestion du budget de l'administratif, l'accueil des stagiaires, etc. Ces créneaux de fermeture sont donc cruciaux pour le bon fonctionnement de la médiathèque et pour accueillir de nombreux groupes d'accueil impossibles si la médiathèque était ouverte au public. Sur les 180 actions menées en 2024, 142 ont été réalisées sur les temps de fermeture au public. Animation. Les chiffres cités au dernier conseil municipal regroupent les animations aux jauges des très disparates. Le rapport réalisé par la Pergola est plus détaillé. Les recettes, elles sont indiquées en page 13 du rapport fourni au dernier conseil, qui est de 8 702 € d'inscription. 8 202 € inscription. Donc, je vais vous donner des chiffres quand même. Le nombre d'adhérents cette année encore en hausse, ainsi qu'il passe de 1747 adhérents pour 2023 à 1852 fin 2024. Donc 44 nouvelles inscriptions. Voilà, la perte des adhérents non effectifs est pour la rentrée prochaine moins que les années précédentes. Les 53 accueils de classe réalisés dans l'année ont un effet non négligeable sur les inscriptions des enfants de médiathèque. La répartition entre les habitants d'Épernon et les personnes extérieures reste exactement dans les mêmes proportions que l'année précédente, avec 810 inscrits spardoniens et 1042 inscrits hors commune. À noter que le vote des tarifs réduits pour le personnel communal a incité 7 collègues à s'inscrire. Le taux d'inscrits à Épernon est de 33%. Il faut savoir que 31,2% en 2023 est moyenne nationale à 16%. Qu'ils soient inscrits ou non à la médiathèque, 718 personnes ont utilisé les ordinateurs sur l'année 2024, soit en moyenne 60 personnes par mois. Les prêts continuent leur évolution positive avec un total de 63 520 prêts. 127 130 transactions ont été enregistrées dans l'année. Une transaction égale un prêt ou un retour, c'est-à-dire que 4 830 de plus qu'en 2023. 302 livres numériques ont ainsi été prêtés aux adhérents de la Pergola, 258 en 2023 et 98 en 2022. La Pergola a un fonds propre hors document de la MDEL de 10 000 documents. Donc voilà, c'est une médiathèque qui fonctionne très bien, Madame Charrier. Non, mais on n'a pas compris votre intervention et je crois que vous n'avez rien compris non plus. Hein. Et alors, je tiens parce que ça a vexé pas mal de gens. Et je peux vous dire, je pense faut faire attention à ce que vous dites. Je pense qu'une phrase comme « vous n'avez rien compris non plus » est malvenue. D'abord parce que vous m'avez dit l'autre jour que, en fait, le rapport, vous nous avez dit que le rapport, vous nous avez dit l'autre jour, d'abord vous nous avez vous-même envoyé ce rapport. Pardonnez. Alors ce rapport, je vais vous dire une chose, je regrette de l'avoir fait. Mais je regrette de l'avoir fait. Non mais je comprends votre observation. Alors on simplement, dit qu'il n'y a pas de simplement vous nous l'envoyez. Monsieur le maire, je le fais et je me fais reconnaître. Mais non, mais vous nous envoyez le rapport. Pardonnez-nous de le lire. Vous nous envoyez un rapport qui fait partie de la préparation du conseil municipal. Donc il est normal qu'on le lise et il est normal qu'on réagisse par rapport à ce rapport. Par ailleurs, à un moment donné, vous avez été jusqu'à me dire que ce n'était pas le rapport de la médiathèque d'Épernon. Non. Je vous l'avais dit. Eh bien, vous venez de me dire l'inverse. C'est le rapport de Néogrisp qui... Monsieur le maire, c'est bien si c'est le rapport Néogrisp, précisez-nous ce que signifie Néogrisp. Et il concernait bien la médiathèque d'Épernon. Il ne concernait pas une autre médiathèque. On comprend bien et c'est bien ce que j'ai fini par comprendre, que contrairement à ce qui était inscrit dans l'intitulé dans l'intitulé du fichier que vous nous avez envoyé, il y avait un hiatus, j'ai bien compris qu'il y avait un hiatus. Vous auriez dû écrire que ça n'était pas le rapport fait par
par la médiathèque, mais par Néogrisp, mais il s'agissait bien de la médiathèque d'Épernon. Donc, tant pis, c'est pas de ma faute si vous avez envoyé un rapport qui n'était pas clair. Je ne suis pas responsable de recevoir un rapport qui porte le nom rapport médiathèque et qui n'est pas clair. Je vous remercie de vos explications, je suis ravie. Et je suis la première à adorer les bibliothèques. J'ai grandi et j'ai appris à lire et dans les bibliothèques énormément, terriblement. Vous n'imaginez pas à quel point, puisque moi je ne pouvais pas rentrer chez moi parce que j'habitais trop loin et donc je passais mes journées dans les bibliothèques en attendant qu'on vienne me chercher. Donc je suis ravie qu'une bibliothèque marche bien, une médiathèque marche bien, mais je serais encore plus ravie qu'elle soit ouverte en permanence à tout le monde. Ça fonctionne très bien. Autre chose, le conseil municipal, le prochain, c'est le 19 janvier. Et après, il y aura après le 19 janvier, en février, il n'y en aura pas. Il y aura un conseil municipal d'investiture le vendredi 27 mars 2026. C'est bien ça? Ah oui. Ouais, aussi une information. Vous avez remarqué les travaux? Le Lidl va s'installer. L'ouverture, normalement, est prévue mai-juin. On s'est assez battu, hein. On y est arrivé. C'est quoi en mars? Alors, le 19 janvier et le 27 mars, c'est le conseil municipal d'investiture. Je en profite pour remercier tous les bénévoles, les agents concernant les festivités de Noël. Franchement, merci. Je tiens à remercier. Et puis, je remercie aussi l'association âme qui a fait son petit feu d'artifice. Voilà. J'en profite pour remercier tous ces gens, quoi. Et puis, Jean-Paul, qui a beaucoup participé aussi. Le chocolat et tout. Voilà. On a eu la chance qu'il fasse beau, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. On a eu la chance. Bon, écoutez, moi, je veux vous dire quelque chose, monsieur Stamp. Non, je voulais juste en information, est-ce que vous pourriez nous faire une information sur la situation de la maison rue Pinlevé, s'il vous plaît, puisqu'on parlait d'experts tout à l'heure et qu'on les aime beaucoup, mais est-ce que, enfin, je pense que les habitants les aiment beaucoup moins aussi actuellement. Est-ce que vous pourriez nous faire une information? C'est-à-dire que nous, on a tout mis en œuvre, hein, on a fait ce qu'il fallait, hein, l'espère il est passé, bon ben voilà, il y a eu des réserves de mise, maintenant ça c'est entre les mains de Cynthia. Voilà, parce que moi, ce qui me désole, on avait mis le maximum, parce que je vous entendais le dire, c'est que notre coiffeuse n'est toujours pas installée. Donc on a mis, non, mais on a mis la pression, hein, croyez-moi. Hein. Mais il y a des réserves parce qu'il faut protéger l'entrée, comme comment on pourrait dire, comme un toit, quoi. Mais ça ne peut pas être la commune de le faire, ça ne peut être que Cynthia de le faire. Ça, ils ont fait un devis apparemment. Mais c'est Cynthia, ça nous concerne pas, c'est du privé, je ne peux pas intervenir. Parce que, imaginons un instant que la commune fasse ce tunnel, il y a des travaux, et ce tunnel, il lâche, il y a un accident et tout, c'est la commune. Que là, moi, c'est Cynthia qui prend sa responsabilité, c'est pas la commune. Mais moi, je regrette que ça avance pas. Je suis devant, mais je suis désolé, hein, je suis comme vous, j'aurais aimé qu'elle ouvre pour Noël et tout. Parce qu'en plus, il faut qu'Inedis intervienne. Alors, vous savez comment qu'Inedis ça se passe, c'est pas tout de suite, c'est pas du jour au lendemain. Et ça, je le regrette fortement. Pardon? Il y a l'eau, hein, il y a le gaz, il y a tout. Hein. Voilà, et ça, c'est à Cynthia de faire avancer les choses. Hein. Je ne prendrai pas la responsabilité. Hein. Non, mais j'entends cette notion de responsabilité qui des fois peut compliquer les choses, mais c'est une réalité. Ceci étant, il y avait cette question-là, et effectivement, il y a de quoi être inquiet pour cette personne, parce qu'il n'y a plus de commerce, 3 commerces qui ont fermé et qui ne réouvriront pas. J'ai peur que le 4e, ça soit pareil, parce qu'on sait tous très bien aussi qu'en 4-5 mois, de fermer le bâtiment, l'intérieur s'est abîmé alors qu'au départ c'était pas comme ça, ça n'a pas été chauffé, etc. Donc au-delà de l'état dans lequel est cette personne, parce que voilà, c'est un bien qui est à elle, elle ne peut pas fonctionner, elle ne peut pas faire de budget, et
tu sais mieux que moi la difficulté pour redémarrer après, Parce que les gens s'en vont ailleurs et puis ils ne reviennent pas. Absolument. Mais on est d'accord. Et dans un contexte où effectivement il y aura 4 commerces fermés à côté. Mais qui malheureusement, il y a eu un feu. Moi, je n'ai pas demandé à ce qu'il y ait. Non, mais Ce bâtiment, c'est pas mon propos en tout cas. Vous voyez, non, mais c'est pas je sais. Si c'était le cas, je le dirais. C'est pas le cas. Je le dis pas. Alors ça répond plus directement à la problématique de cette personne et du magasin. Qu'est-ce qu'il en est par rapport aux personnes qui sont parties, qui ont tout laissé à l'intérieur? Il semblerait qu'il y ait eu déjà un déménagement qui a eu lieu. Ouais. Voilà. Et j'ai eu des retours qui me disent qu'ils ont voulu déménager, on leur a interdit. Parce que le problème de déménagement en rez-de-chaussée encore, mais il faut savoir que l'ESPER, il a regardé, il y a des rambardes qui ne sont pas fixées. D'accord. Vous voyez? Elle bouge comme ça. Et ce qu'il veut, c'est absolument qu'elle soit vraiment fixe, qu'elle ne bouge plus. Parce que quand ils vont déménager, ils ne voudraient pas que ça embarque les gens. Donc est-ce que ça a été fait? Voilà, donc là, si je comprends bien, tout est dans les mains de tous ceux qui sont en rez-de-chaussée, ceux qui sont en rez-de-chaussée peuvent déménager. Ils peuvent. Je peux pas vous dire ce soir. Je peux pas me permettre de le dire, quoi. Non, mais si je peux me permettre, il y a des réserves. Si je peux me permettre, ça serait bien de pouvoir leur faire une info, parce que d'un côté, moi, ils me disent, il y en a un qui a déménagé, mais pourquoi lui il a pu, ou elle, je ne sais pas qui c'est d'ailleurs. Et nous, on ne peut pas. Une personne qui avait un magasin, à qui on a dit, vous pouvez déménager. La police est arrivée, on leur a dit, vous partez de là et pas les autres. Non, mais les gens, c'est épouvantable. Moi, je pense que ça serait bien de leur faire une information directe, qui sache ce qu'il en est, quoi. Parce que c'est. Ouais, vas-y. Attendez. Oui, tu vois, je vais te laisser la parole. Oui, monsieur Estampe, bonsoir. En fait, pour répondre à vos propos et à vos échanges, le gestionnaire de Citia vient de nous envoyer un mail en disant qu'il avait, je cite, « Dans la continuité de mon précédent mail, je vous informe que les derniers aménagements pour la sécurité des passants et des personnes au sein de l'immeuble suivant les... attendez, il m'en manque un bout. Pour la sécurité des passants et des personnes au sein de l'immeuble suivant les recommandations de M. Vecchio. » Il manque un verbe là-dedans. Concernant la protection nécessaire à la réouverture du salon de coiffure, nous attendons le retour de chiffrage. Donc il y a le portique du salon de coiffure, mais comme l'illustrent les photos, l'intérieur de l'immeuble, autant qu'on puisse faire après l'incendie, a été sécurisé. Donc les déménagements vont pouvoir avoir lieu. Donc là, c'est pas faire relais si on pose la question. Oui. Oui, par Citia. C'est Citia qui a des clés. Ils ont les clés. Oui, tout à fait. J'ai une dernière question que j'avais oubliée. Est revenu à mes oreilles que suite à la discussion qu'on a eue l'autre jour, même si les télés étant passées, voilà, ça n'a pas une immense incidence. Suite à la discussion qu'on a eue l'autre jour à propos, vos précédents conseils à propos de l'élargissement de la plateforme logistique de Drou, la mairie de Drou vous a... attendez... non mais... La mairie de Drou vous a envoyé un mail que vous deviez retransmettre à tous les élus. Nous ne l'avons pas eu. Est-ce que vous pourriez nous l'envoyer ? C'est normal. Enfin, on est informé, on passe pour des imbéciles. Hein. Comment ? Vous l'avez reçu, et si vous ne l'avez pas reçu, demandez-le au maire. Qui va vous le renvoyer. Il vous a été destiné et en vous recommandant de l'envoyer à tous les élus. Vous ne nous l'avez pas envoyé. Alors certes, ça devient plus que de l'information, mais nous, on a besoin d'informations pour travailler, monsieur. Et si un maire décide de nous informer tous, il faut nous informer tous. On passe vraiment pour... Enfin, c'est extrêmement désagréable de se faire... Non, mais on vous a envoyé un mail, vous n'êtes pas au courant que... Ah non, on n'a pas eu le mail. 21h40. Je vous remercie et puis je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël.